Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Il est 8h11, vous êtes bien sur Sud Radio et l'invité de Jean-François Aquili, c'est Yann Brossa, sénateur de Paris et coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris. Bonjour Yann Brossa. Bonjour Jean-François Aquili. Je ne sais pas si vous fêtez Noël. Oui, je fête Noël comme tous les ans et avec plaisir. Et je serai ce soir au dîner du Secours Populaire. Au Secours Populaire. Absolument, et j'en profite pour saluer l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent avec les Pères Noël Verts et toutes les équipes. Et vous faites bien. Yann Brossa, pas de budget voté au pied de votre sapin de sénateur. Rendez-vous en janvier. Je ne sais pas ce que vous ressentez avec cette histoire, au fait. Vous trouvez qu'on en parle trop? C'est devenu un non-sujet? Les Français sont exaspérés. Une forme de lassitude, assurément. Après, nous avons évidemment voté la loi spéciale. Les parlementaires communistes ont voté la loi spéciale parce qu'il faut bien sûr que le pays fonctionne, continue à fonctionner, vaille que vaille, même si c'est un pis-aller. Ce que je souhaite, c'est que le débat budgétaire en janvier permette de remettre un peu de justice sociale, de justice fiscale dans un pays qui est encore aujourd'hui très fracturé. Mais à qui la faute ? À vos yeux? Vous savez, il y a des faits. En l'occurrence, il y a eu un débat budgétaire, il y a eu une commission mixte paritaire et il y a une droite sénatoriale, la droite de M. Retailleau, qui a fait le choix de tout bloquer, qui a dit très clairement qu'elle ne souhaite pas le moindre compromis, ce qui a fait que la commission mixte paritaire, qui était censée aboutir à un accord, a dû être interrompue au bout de 30 minutes. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que ça aboutisse? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de compromis? Parce qu'en fond, ils mettent un droit de veto dès qu'il est question de mettre un peu de justice fiscale dans ce pays. Oui, est-ce que c'est pas un peu facile? C'est la faute à Retailleau. Ça, c'est un jeu politicien. Regardez, l'accord tacite qui lie le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui est issu des rangs de la droite, avec le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Est-ce que ça n'a pas faussé le jeu, finalement? Vous savez, tu me passes certains de mes textes et je te censure pas. Voilà, c'est ça l'idée depuis le départ. C'est le principe même du compromis. C'est que chacun fait un geste. Sauf que, en l'occurrence, quand vous avez en face de vous une droite sénatoriale qui, la même semaine, Jean-François Aquili, permettez-moi de revenir au fond, la même semaine, vote dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le gel des prestations sociales, c'est-à-dire le gel des allocations familiales, le gel du RSA, c'est-à-dire le gel d'allocations qui s'élèvent à 500, 600 euros. Et la même semaine, il vote la suppression totale de la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent que la justice fiscale est un interdit absolu. C'est-à-dire que ce sont des gens qui considèrent qu'on doit demander toujours plus d'efforts à des gens qui n'ont quasiment rien et jamais d'efforts à des gens qui ont énormément. Ça ne peut pas fonctionner. Chacun joue sa partition dans cette histoire. Il n'y a pas de compromis. C'est ce que vous nous soulignez ce matin. Vous avez vu Sébastien Lecornu qui nous a gratifié d'un nouveau perron. C'est désormais une tradition avec son petit chandail, le Premier ministre, très discret et qui trace son sillon pour annoncer 5 chantiers prioritaires, dit-il, pour que grosso modo le budget soit adopté. Je vous pose une colle. Vous les connaissez? Vous avez intégré les 5 chantiers en question? Non, mais je sens que vous allez me le dire. Sans doute parce que je ne suis pas totalement sûr qu'il ait le temps de les décliner tous dans les semaines qui viennent. Ils étaient prévus en décembre et ils sont reportés en janvier. Mais le premier d'entre eux, c'est l'agriculture, Yann Brossa. Les syndicats ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président de la République reprend la main sur le dossier? En tout cas, c'est un sujet important. C'est évidemment le sort de nos agriculteurs. C'est aussi la souveraineté alimentaire de notre pays qui est en jeu. C'est plus globalement de savoir ce qu'on va pouvoir manger dans les années qui viennent, parce que ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent. Et puis derrière, des sujets d'actualité très importants, notamment le Mercosur, ce traité de libre-échange avec des conséquences qui peuvent être extrêmement dures pour nos agriculteurs. Et je comprends parfaitement qu'ils soient inquiets, qu'ils se mobilisent et qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Est-ce que le président de la République, est-ce que le gouvernement, est-ce qu'ils détiennent des réponses concrètes pour nos agriculteurs? Parce qu'au fond, depuis le départ, il y a cette histoire d'abattage massif. Quelle est votre position, vous, au Parti communiste? C'est en réalité un malaise qui est beaucoup plus global que cette question de la dermatose nodulaire. C'est la question de notre capacité à faire en sorte que les agriculteurs vivent de leur
travail. Et en l'occurrence, quand on signe à tire-larigot des traités de libre-échange qui mettent en danger nos agriculteurs, qui les exposent à une concurrence déloyale, je comprends parfaitement qu'ils s'inquiètent. D'ailleurs, les parlementaires communistes ont toujours été au rendez-vous pour s'opposer à ces traités de libre-échange. Je pense en particulier au CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada, qui s'applique par anticipation alors qu'il n'a jamais été ratifié par le Parlement. C'est quand même un contresens démocratique absolu. Et donc nous ne souhaitons pas, les agriculteurs ne le souhaitent pas non plus, que le Mercosur s'applique de la même manière dans les semaines et les mois à venir parce qu'il mettra en danger notre agriculture. Donc la démarche d'Emmanuel Macron, à vos yeux, Yann Brossa, va dans le bon sens. Non mais attendez, pour l'instant il les a reçus. On ne va pas non plus se mettre à lui baiser les pieds parce qu'il reçoit les agriculteurs. Il est président de la République, encore heureux qu'il reçoive les syndicats agricole. Simplement, moi, ce que je souhaite, c'est que la France continue à s'opposer au Mercosur et ne trahisse pas nos agriculteurs qui aujourd'hui s'en inquiètent. Et sur l'épidémie de DNC, faut-il, oui ou non, continuer l'abattage massif des troupeaux quand une vache est contaminée ? En tout cas, moi, je souhaite que la concertation... En tout cas, c'est un point important, oui, bien sûr, qui fait que des agriculteurs manifestent là. S'il y a autant de mobilisation chez les agriculteurs aujourd'hui, c'est parce que ce point finit par cristalliser une inquiétude beaucoup plus large. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je suis convaincu qu'on a besoin de traiter le sujet de manière globale, et notamment cette question des traités de libre-échange. En l'occurrence, pour ce qui concerne le Mercosur, c'est un sujet qui va arriver en janvier, et je pense que c'est notamment sur cette question-là que les agriculteurs demandent des réponses. Ça veut dire que la France ne doit pas signer cet accord, mais elle risque d'avoir cette posture, cette position seule en Europe, quasiment seule. Parfois, nous avons raison tout seuls. Et si nous devons nous retrouver seuls, parce que nous défendons nos agriculteurs, parce que nous défendons notre souveraineté alimentaire, nous aurons raison de le faire. Et parfois, nous sommes seuls au départ et nous finissons par en entraîner d'autres. Et donc, oui, je pense qu'il faut tenir sur ce sujet et certainement pas céder, y compris si d'autres pays, eux, le font. Donc Emmanuel Macron ne doit pas signer, à vos yeux, cet accord avec les pays du Mercosur. Emmanuel Macron ne doit pas le signer. L'agriculture, donc, première des priorités pour en finir avec ce budget. Nous allons en finir nous-mêmes avec ce sujet. Juste une question quand même, 49.3 ou pas? Est-ce que, franchement, il faudrait peut-être arrêter l'hypocrisie et en finir et mettre un coup de 49.3 ou passer à autre chose? S'il s'agit il y a des élections qui arrivent. S'il s'agit de dégainer le 49.3 pour imposer un budget qui punira une fois de plus les classes populaires et les classes moyennes, qui demandera des sacrifices supplémentaires aux travailleurs de notre pays, non seulement nous nous y opposerons, mais inévitablement il y aura une censure. Vous n'avez pas l'impression que vos amis socialistes ont déjà négocié une non-censure moyennant quelques avancées? Ils ne m'ont pas fait de confidence en ce sens, peut-être à vous, pas à moi. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui concerne les parlementaires communistes, si c'est un 49.3 pour imposer un budget d'austérité, imposer un budget qui va mettre encore plus un peu la tête sous l'eau à des Français qui ont déjà par millions des difficultés à boucler leur fin de mois, nous le censurons évidemment parce que nous n'avons pas été élus pour accepter qu'un gouvernement punisse les Français. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, votre leader, dénonce un budget de guerre. Que veut-il dire? Ce qu'il veut dire, c'est que beaucoup de budgets risquent de diminuer, des millions de postes d'enseignants risquent d'être supprimés, des difficultés supplémentaires dans nos services publics de proximité, et dans le même temps, le budget qui explose, c'est le budget des armées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se défendre, évidemment qu'il faut se défendre. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de péril. Évidemment, mais évidemment qu'il y a des menaces. Simplement, on ne peut pas accepter que tous les autres budgets soient des variables dans lesquelles on pioche et dans lesquelles on sacrifie une fois de plus le bien-être des Français. Quand on diminue le nombre d'enseignants, on diminue la qualité de notre école publique. Et au final, ce sont les petits Français qui finissent par en subir les conséquences. Donc oui, bien sûr, Fabien Roussel a raison. Et par ailleurs, je le redis, il y a la guerre et puis il y a une forme de guerre de classe aussi. Quand on demande systématiquement des efforts aux petits, aux plus modestes, aux travailleurs de notre pays, alors qu'on exonère les grandes fortunes, oui, c'est une forme de guerre de classe et ça n'est pas acceptable. On a besoin dans notre pays de plus de justice sociale. Je le redis parce que personne n'en parle. Oui. Les dernières statistiques de l'INSEE prouvent que nous avons atteint un taux d'inégalité sociale, un niveau d'inégalité sociale inédit depuis 30 ans, un taux de pauvreté dans notre pays inédit depuis 30 ans. C'est ça le sujet qui devrait nous occuper, plutôt que de nous demander tous les matins si le niveau du déficit public par rapport au produit intérieur brut, il est de 5,1 ou de 5,4.
Nous avons dans notre pays 10 millions de pauvres, dans la 7e puissance économique du monde. C'est ça qui devrait nous obséder. Pour être puissance, nous devons être forts pour être craints, a déclaré Emmanuel Macron devant les militaires aux Émirats. Il a raison. Je pense que nous ne sommes pas un pays fort si nous sommes un pays balafré par les inégalités et les injustices sociales. Un pays fort, c'est un pays qui a de la cohésion. Et un pays n'a pas de cohésion quand on a un tel niveau d'injustice et une injustice que les Français ressentent profondément. Il n'y a pas d'unité du peuple français quand il y a autant d'inégalités. Mais vous n'avez pas répondu. Il montre ses muscles, Emmanuel Macron. Tiens, vous êtes un adepte des salles de sport. Quand vous le voyez faire des pompes commando avec l'influenceur Thibaut InShape aux Émirats, qu'est-ce que ça vous inspire ? Très sincèrement, j'ai cru que les photos étaient générées par l'IA, tellement j'ai trouvé ça ridicule. Ridicule. Oui, j'ai trouvé ça ridicule, oui. Les images d'Emmanuel Macron faisant des pompes, oui, j'ai trouvé ça... Enfin bref, non, mais il est président de la République, je pense qu'on n'attend pas ça de lui, ça n'est pas dramatique non plus. Ce que je veux dire simplement, c'est le message. Si le sujet, c'est d'avoir une France forte, ma conviction, je vous le redis, c'est qu'une France est forte s'il y a de la cohésion dans le pays. Et pour qu'il y ait de la cohésion dans le pays, il faut s'attaquer à un sujet fondamental qui est la question des inégalités et des injustices. Et pas les pompes commando. Je pense que ce serait plus utile. Surtout plus utile aux Français. Le grand froid, Yann Brossa, il est de retour. Vous avez été l'adjoint au logement d'Anne Hidalgo durant quasiment tout son mandat. Combien de places en hébergement d'urgence manque-t-il aujourd'hui ? Il en manque des milliers. Vous savez, tous les soirs à Paris, vous avez 3000 personnes qui dorment à la rue. 3000 personnes qui dorment à la rue tous les soirs. Et l'État qui réquisitionne des gymnases. Et l'État qui réquisitionne quelques gymnases, pas suffisamment. Vous savez, j'ai été très choqué. J'ai vu une vidéo de Michel Barnier, ancien Premier ministre qui est désormais député du 5e, se rendre devant un gymnase et protester parce que ce gymnase a été réquisitionné par l'État, donc par le gouvernement, que par ailleurs il soutient, pour héberger des jeunes qui étaient à la rue. Vous vous rendez compte quand même qu'il ne s'indigne pas que des gens dorment dehors, il s'indigne qu'on les héberge. À quel niveau de déshumanisation, de décivilisation en sommes-nous arrivés pour qu'on s'indigne du fait qu'on héberge des gens qui dorment dehors ? Et donc, vous savez, je voudrais faire une proposition très simple. Vas-y. Vous avez des logements vides, vous avez des gens qui dorment à côté dans la rue. Ça n'est pas acceptable. Et donc moi, ce que je propose, c'est que les villes disposent du droit de réquisition. Aujourd'hui, le droit de réquisition, il est à la main de l'État. Moi, je souhaite que les villes aient la possibilité de réquisitionner. Si l'État ne veut pas le faire, que les villes, que les communes qui souhaitent le faire, qui souhaitent mettre des gens à l'abri, aient la possibilité de le faire. C'est-à-dire quoi, de réquisitionner des appartements privés ? Par exemple, des bâtiments vides. Sans aller jusqu'à des appartements. Des bâtiments vides. Quand on a des bâtiments qui sont identifiés comme vides parfois depuis des années, eh bien tout simplement qu'on ait la possibilité d'y mettre à l'abri des gens qui dorment à la rue. Ce sont des propriétés privées, Yann Brossa. Tout à fait. Vous savez que c'est un droit constitutionnel. Tout à fait. Et le droit au logement aussi. Il y a le droit de propriété et il y a le droit au logement. Quand un bâtiment est vide depuis 10 ans et qu'on a des gens qui dorment à la rue, j'assume et je le dis, il faut avoir la possibilité d'y mettre à l'abri les personnes qui dorment dehors. Vous savez qu'en France, on a 2000 enfants, je parle d'enfants, 2000 enfants qui dorment à la rue, ce sont les chiffres de l'UNICEF. Est-ce que c'est digne de la 7e puissance économique du monde ? Je ne le pense pas. Et donc quand des bâtiments sont vides depuis 5, 10, 15 ans, on doit avoir la possibilité, les villes doivent avoir la possibilité de réquisitionner pour mettre ces enfants dans du dur, d'être à l'abri. Et je pense que c'est une solution qui aujourd'hui devrait faire consensus. Alors je ne sais pas si c'est une des propositions du candidat Emmanuel Grégoire, candidat socialiste à la mairie de Paris. Vous faites partie de l'Alliance désormais, donc hors LFI, je précise, hors la France Insoumise, l'Alliance de la gauche à Paris. Est-ce qu'il y a urgence à ne pas se faire battre par Rachida Dati qui caracole dans les sondages ? Plus maintenant, depuis l'Alliance. Nous avons décidé de nous rassembler, socialistes, communistes, écologistes, sur une même liste, une liste d'union du premier tour. Je pense que c'est cohérent. Nous dirigeons cette ville ensemble et donc il y a une logique à se présenter ensemble aux élections municipales et je pense que c'est un moyen de maximiser nos chances de victoire, bien sûr. D'ailleurs, les premières enquêtes d'opinion montrent que unis, nous sommes en tête. 30% d'intention de vote. Alors là, ça raconte une élection qui a lieu dans 3 mois. Donc c'est assez proche. Une élection qui a lieu dans 3 mois.
8h17 qui dit ça. Vous avez 3 points de plus que la seule Rachida Dati. Monsieur Bournazel, Horizon 14%. Vous lui dites merci. Vous allez lui faire la cour, j'imagine, pour qu'il vous rejoigne, non? D'abord, il mène sa campagne. Je le respecte. Je le connais depuis longtemps. On est élu du même arrondissement. D'ailleurs, moi, je sais que vous connaissez. Mais vous savez, on va se dire les choses franchement. Ça se jouera, cette élection municipale, entre nous, la gauche rassemblée avec Emmanuel Grégoire, et Madame Dati. Et donc, je dis aux électrices et aux électeurs de gauche, parisiens, qui souhaitent qu'on puisse continuer dans le sens du logement social, de la justice sociale, du progrès écologique. Si vous voulez que Paris reste une ville de gauche, une ville dirigée par une majorité progressiste, c'est pour nous qu'il faut voter dès le premier tour. Donnez-nous de la force dès le premier tour des élections municipales à Paris. Ça, c'est le message du candidat en campagne, Yann Brossa. Pas d'accord avec la France Insoumise, ça c'est fait pour le premier tour. Madame Sophia Chikirou, c'est 15 points d'intention de vote. Je rappelle, nous sommes quand même très proches de l'élection. Ça, c'est fait pour le premier tour, mais pour le deuxième, c'est non merci, pas d'accord LFI ou on verra? Vous savez, moi, je suis toujours choqué par le fait qu'on grille les étapes. Et quand on grille les étapes, on ne respecte pas les électeurs. On est avant le premier tour. Vous l'avez dit, on est à 3 mois du premier tour et on est déjà en train de se demander ce qu'on va faire au deuxième tour. Personne ne demande à Madame Dati ce qu'elle fera avec Monsieur Bournazel. Moi, ce que je dis aux électrices et aux électeurs de gauche qui souhaitent que Paris reste une ville progressiste, qui dans un contexte où l'extrême droite monte à l'échelle du monde, à l'échelle du pays, où l'union des droites est en train de se constituer, donnez-nous de la force dès le premier tour. Le choix, il se fera au premier tour des élections municipales. Ce sont des injonctions de candidats en campagne, mais si vous traversez le périphérique, si vous traversez le périphérique, vous allez à Saint-Denis, la basilique en face, vous avez le Parti communiste et la France Insoumise qui font cause commune dès le premier tour face aux maires sortants socialistes. Comprenez que c'est difficile à expliquer. Ce sont des élections municipales. Et aux élections municipales, on a des stratégies qui dépendent des projets qu'on a dans chaque commune. En l'occurrence, prenons une question simple. Le logement. On a 2 projets qui sont fondamentalement différents entre nous et Madame Dati. Nous disons, nous allons continuer à faire du logement social. Madame Dati, elle dit, on va arrêter de faire du logement social. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus loger de classe populaire ou de classe moyenne à Paris. Elle dit, on va arrêter l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que son projet, c'est de faire augmenter les loyers à Paris. Nous disons non seulement on va continuer à encadrer les loyers, mais on va veiller à ce que ce dispositif soit mieux respecté. Vous voyez, on est sur 2 projets qui sont fondamentalement différents et on tranchera entre ces 2 projets dès le premier tour. Et Madame Sophia Chikirou, la France Insoumise, peut vous faire perdre si elle se maintient au deuxième tour, si elle réalise le score pour se maintenir et qu'elle reste en piste, vous le savez. Et donc si vous me permettez de le dire positivement, si vous avez envie que la gauche gagne, c'est pour nous qu'il faut voter. Ah ben voilà, c'est dit. Pour conclure, Yann Brossa, en ce jour de réveillon, vous dites quoi? Vous dites, tiens, c'est un test. Joyeux Noël ou joyeuse fête? Moi, je dis joyeux Noël. J'ai toujours dit joyeux Noël. Et ce soir, je dirais joyeux Noël. Pour autant, je vois des gens qui s'excitent beaucoup sur ce sujet. C'est pas parce qu'on dit joyeux Noël qu'il faut se prendre pour Jean Moulin, quoi. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sentent très fiers parce qu'ils disent joyeux Noël. On a le droit de dire joyeux Noël. On a le droit de s'exprimer autrement. Moi, je dis joyeux Noël. J'ai toujours dit ça. Mais vous comprenez ces polémiques? Non, je trouve ça ridicule. Et je pense que ce sont des polémiques qui sont entretenues de manière totalement artificielle. Voilà, je suis pas un héros parce que je dis joyeux Noël, mais je souhaite joyeux Noël à l'ensemble des auditeurs et je leur souhaite plein de bonnes choses dans les heures et les jours qui viennent. Merci à vous, Yann Brossa. Merci. Et donc, on évitera en effet d'être une parodie de Jean Moulin, ça on l'a bien compris. Merci beaucoup Yann Brossa d'avoir été l'invité de Sud Radio ce matin. Et on vous retrouve dans une poignée de minutes, mon cher Jean-François Aquili. Dans un instant, on vous parlera, vous savez, de cette fameuse pub en cette période de Noël du géant de l'hypermarché, Intermarché, vous savez, avec ce fameux loup. Tout le monde a trouvé ça formidable. C'est un studio français, il n'y a pas d'intelligence artificielle. La parodie est superbe. Bien sûr, également avec la chanson de Claude François qui en plus a explosé les compteurs. Vous avez trouvé ça formidable, mais figurez-vous qu'une association a décidé de s'en plaindre parce qu'à un moment le loup il fait de la surpêche et ça c'est mensonger et c'est très 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 dangereux. On vous en parle dans une poignée de secondes. À tout de suite.